Bonjour à tous. Donc on va commencer ce webinaire sur le conseil pour le montage de projets européens en santé. On va juste faire un dernier test d'écoute. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez clairement ou non. Donc juste en me disant un message oui ou non dans le chat. Ok, très bien. Parfait, super. On va commencer. Alors, donc pour cette présentation, rapidement je vais vous parler des règles de participation, de la coopération internationale, comment monter un consortium, de la structuration d'un appel, etc., des critères. On va vous présenter également avec Valérie, pardon, parce que je fais aussi la présentation, avec Valérie Enweiler, qui travaille au CNCR, donc elle se présentera également. Et nous avons également Madame Nora Benaviles, qui va nous faire un témoignage, euh, qui est en fait experte évaluatrice de projets européens en santé. Donc à la fin de nos présentations, elle va pouvoir témoigner sur son expérience. Donc je disais, voilà, donc on va vous présenter quelques conseils sur le montage de projet et on va également vous présenter une analyse des ESR qui ont été réalisés par le PCN Santé. Donc les ESR, c'est les fiches d'évaluation en fait des projets après soumission. Donc on a fait une analyse sur les projets, sur les appels à projets lancés par la DGRTD, les appels à projets lancés par la DG Connect. Alors, les règles de participation au programme européen. Donc, comme vous le savez sans doute, il faut au minimum 3 entités légales de 3 États membres différents ou États associés. Vous voyez la carte. Donc, sur la carte en vert, c'est les États membres. Et en gris, c'est les États associés. Donc, vous voyez que ça comporte un certain nombre de pays, dont plus récemment, il y a eu la Tunisie. Vous pouvez également à noter que pour les projets de santé, les entités américaines sont éligibles au financement européen. Et il est également à noter que il y a toute une liste de pays non européens, ce qu'on appelle les États tiers, c'est l'annexe 1, je crois, à l'appel. En fait, il y a les pays, la plupart des pays africains, les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont éligibles au financement européen. Donc vous pouvez très bien les intégrer dans vos consortiums et ils peuvent bénéficier de fonds, donc ce qui peut être particulièrement intéressant pour eux et pour nous également dans le cadre de collaboration. Voilà, donc ça je redis un peu. Donc j'ai remis une carte où vous voyez donc en gris les États associés, mais surtout en bleu la liste des pays non européens et non associés qui sont éligibles au financement européen. Donc ce que je vous disais, il y a la plupart des pays africains, il y a une partie des pays d'Amérique du Sud, toute l'Asie du Sud-Est, enfin voilà, il y a un certain nombre de pays avec lesquels vous pouvez collaborer dans le cadre des projets. Alors, donc toutes les lignes d'appel sont ouvertes à la coopération internationale, c'est-à-dire que dans tous les projets santé, vous pouvez collaborer avec les pays non européens qui sont indiqués dans l'annexe 1 des pays éligibles. Il y a également des mécanismes de cofinancement qui existent lorsque des pays ne sont ni dans l'annexe 1 ni spécifiquement listés comme des pays avec lesquels vous pouvez collaborer dans le cadre de l'appel. Donc vous voyez sur le slide la liste de ces pays. Donc ça veut dire qu'en fait leur ministère va financer leurs propres équipes en fait. Donc c'est voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on monte le projet, c'est qu'il faut vraiment contacter en avance les contacts qui sont listés sur le site de la CE. J'ai pu en faire l'expérience pour le Brésil. Ça prend un peu de temps de contacter le PCN brésilien pour qu'ils nous mettent en contact avec quelqu'un au ministère pour parler d'un appel et pour qu'on puisse obtenir, pour savoir s'ils peuvent financer et dans quel cadre ils peuvent financer leurs équipes. Alors, voilà. Alors là, je vous présente en fait un peu la chronologie d'un montage. Donc voilà, le mot clé avant de monter un projet, c'est vraiment d'anticiper l'appel. Je travaille en fait à l'Institut Pasteur, j'ai oublié de me présenter. Je m'occupe du montage de projets européens et clairement, c'est important pour le scientifique comme les équipes qui vont vous aider de bien venir vous voir en avance vos équipes au Grant Office ou un cabinet de consultants, enfin les équipes avec qui vous travaillez pour le montage, pour vraiment travailler sur la peine et prendre le temps de bien monter le projet. Donc ce que nous conseillons, c'est au moins 6 mois avant l'appel, c'est de s'assurer, enfin de former votre consortium.
Lors de la publication de l'appel, il est important si vous le pouvez, d'organiser une réunion de consortium pour vous répartir le travail et aussi structurer votre projet en work package, etc., etc. Ce premier travail va vous permettre, en fait, au bout d'un mois, un mois et demi, de voir les partenaires qui devraient être associés, les compétences qui doivent être associées, et pour vraiment ajouter des partenaires plus complémentaires et avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler, parce que ça prend du temps aussi de rechercher un peu de nouveaux partenaires, donc il faut prendre ça aussi en avance. Voilà, donc sur le mois 2, on vous conseille, enfin voilà, 2 mois avant la deadline, de au moins essayer d'avoir finalisé les work packages, le budget, etc. Et ensuite, vous avez l'écriture du projet jusqu'à la deadline. Donc voilà, c'est vraiment une chronologie dans un monde idéal. Ça se passe rarement comme ça. Mais voilà, en tout cas, la chose à revenir, c'est vraiment d'essayer d'anticiper un maximum pour pas être pris dans l'urgence et parce que ça peut se voir assez rapidement dans l'écriture du projet. Monter un consortium. Donc, bon, vous le savez tous, mais il y a deux rôles vraiment distincts. C'est celui de coordinateur, qui va faire le lien entre tous les partenaires. Et c'est le coordinateur qui va être normalement épaulé, si possible, par un service compétent pour l'aider vraiment à monter son projet, à prendre contact avec ses partenaires. Et pour être coordinateur, de notre expérience, pas pour tous les types de projets, mais en tout cas les projets santé en coordination type RIA, c'est potentiellement préférable quand même d'avoir une première expérience dans les projets européens. Pas forcément bien sûr en coordination, parce que sinon on ne commencerait jamais, mais en tout cas en tant que partenaire, c'est bien d'avoir déjà été dans un projet européen pour voir comment ça se passe. Les partenaires, donc il faut respecter le nombre minimum de partenaires pour être éligible à l'appel. Donc il y a comme vous le savez, il faut minimum 3 partenaires européens, donc voilà, ça c'est assez classique. Il n'y a pas de nombre idéal de partenaires. Et bon, il y a quand même la seule limite pour le nombre de partenaires, c'est vraiment le budget. Vous savez très bien qu'entre un projet à 5 millions et un projet à 10 millions, vous n'allez pas avoir le même nombre de partenaires. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte assez rapidement parce qu'il peut y avoir beaucoup de frustration pendant le montage quand voilà, on s'implique beaucoup et qu'au final, les équipes vont avoir assez peu de budget. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte au tout début. Il faut faire attention aussi, partenaires artificiels. Bon, moi, ce que j'ai pu voir dans les montages, c'est qu'on cherche souvent des entreprises et on les contacte et parfois, il n'y a pas une véritable collaboration. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment des partenaires artificiels. C'est qu'on veut remplir les cases et on rajoute des partenaires et la collaboration ne marche pas forcément très très bien. Donc les critères de sélection de vos partenaires, bon ça c'est un peu plus du bon sens, hein, c'est essayer d'avoir des personnes motivées qui vont pouvoir vous aider à la rédaction et qui sont compétents techniquement et qui correspondent aux attentes du projet. Et également trouver, ce que je disais, des partenaires industriels qui soient prêts à s'investir dans le projet. Essayez aussi de trouver un consortium équilibré donc pour répondre à chacun des objectifs de l'appel, pour bien répondre à l'impact de l'appel, des experts dans le domaine et aussi de tous les secteurs, enfin, que ce soit d'académiques, des PME, des industriels ou encore des associations de patients ou des end-users en général, ce qui est très demandé dans le cas des appels à projets européens. Bénéficier à partie tierce. Alors, vous savez, il y a deux types de partenariats possibles en fait. Vous pouvez être soit bénéficiaire, ça veut dire que le partenaire va recevoir directement des fonds européens, soit la personne peut être un sous-traitant, donc il ne sera pas réellement partenaire du projet, mais voilà, il peut aussi avoir une participation dans ce sens-là. Il faut également montrer lors de la soumission de vos projets que vous avez déjà travaillé ensemble, voilà, et que vous avez déjà des résultats préliminaires. Alors, où trouver des conseils pour le montage? Je me demande si c'est Valérie qui reprend cette partie. Valérie, est-ce que tu m'entends? Bonjour, je suis donc à Montpellier en charge, enfin j'étais en charge en fait du montage des projets européens jusqu'à un certain temps. Maintenant je suis au PCN Santé pour les hospitaliers et j'anime ce réseau de contact hospitalier donc partout en France, ce qui permet en fait d'avoir un réseau commun ouvert donc pour éventuellement en fait avoir des contacts directement.
Et c'est vrai que les établissements hospitaliers sont de plus en plus impliqués sur les projets européens du fait qu'il y a des essais cliniques et que donc on est un petit peu incontournable dans ces questions-là. Donc les conseils pour le montage, effectivement, on peut en trouver au sein du PCN Santé. Donc le rôle du PCN Santé, c'est avant tout de vérifier en fait l'adéquation de votre potentiel projet sur, enfin, au call que vous visez en fait, parce qu'il y a des calls, vous avez déjà les drafts, j'espère, pour les futurs calls 2020, de l'année 2020, donc c'est programme H2020, call année 2020. Donc ces drafts circulent, il y a des lignes de projet et donc si vous identifiez des lignes et vous pensez que votre projet est en adéquation, vous pouvez nous soumettre vos questions. Et aussi, quelquefois, en fait, il y a des partenaires justement autres que vos partenaires habituels qui sont à trouver. Et à ce moment-là, on peut aussi vous aider à vous orienter pour trouver ces partenaires. Les cellules Europe, évidemment, de vos établissements, donc soit dans l'assistance, vous êtes vous-même en fait des acteurs de ces cellules Europe, ou bien, en tout cas, il faut les identifier. Nous, comme on a en tant que PCN une vision globale au niveau national, on peut aussi vous orienter vers des contacts de ces cellules Europe, puisqu'en fait on est en réseau avec eux. Concernant des partenaires qui pourraient être des PME ou des industries, vous avez le réseau EEN qui peut vous orienter vers des partenaires de ce type. Ensuite, de manière générale, si vous, enfin, même avant de nous contacter, ou bon, si ça, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le site H2020 du ministère que vous avez là. Donc, quand vous aurez la présentation dans vos tablettes, vous pourrez activer les liens, puisque les liens seront fonctionnels. Vous pouvez aller directement sur le site du ministère et sur tous les liens qui sont insérés dans le PowerPoint. Le PCN juridique et financier, donc qui est transversal et non thématique, a mis en place plein de fiches techniques pratiques qui sont très très intéressantes, donc sur les partenaires autres que États membres, sur différents aspects en fait que vous pouvez consulter directement sur le site H2020. Au niveau de l'aide que met en place aussi le ministère, en fait, il y a cet outil MRSEI qui permet de financer toutes ces phases de montage donc en amont du dépôt. Donc ça fait quelques années que cette aide est mise en place. Et là, en fait, il y a eu un dépôt récemment et le prochain dépôt, enfin, en tout cas la prochaine date d'évaluation en fait, des propositions sera le 17 septembre prochain. Donc, c'est intéressant de déposer même dès maintenant un dossier, puisque maintenant les dossiers, on peut les déposer en continu au fil de l'eau. Et ça vaut la peine vraiment de le faire, puisque si votre projet correspond vraiment en fait c'est ça, en fait, rassembler des partenaires autour de vous, rechercher d'autres partenaires, organiser une réunion en amont du dépôt du projet, faire appel même aussi à un conseil extérieur, un consultant pour vous aider, je ne sais pas, sur des parties impact ou dissémination. Vous pouvez très bien postuler donc à cette aide du MRSEI qui vous permettra donc de faciliter le montage. Donc vous avez toutes les informations sur cette slide. Et je vous invite vraiment à participer puisque le taux de succès est de 50% et enfin, vous avez vraiment toutes les chances d'avoir ce financement pour vous aider à monter votre projet. Pour rechercher des partenaires, vous avez différentes possibilités. Évidemment, les scientifiques ont un réseau de partenaires qui existe déjà, puisqu'en fait, vous rencontrez vos homologues dans des colloques, dans des congrès scientifiques, et vous avez tous des groupes sociaux. Vous avez peut-être même une page Internet avec vos résultats scientifiques. Donc, évidemment, les autres collaborateurs qui vous entourent ont aussi ce genre de page. Donc, quelquefois, on cherche très loin des collaborateurs et finalement, on les a déjà dans notre propre réseau et on ne les a pas encore identifiés puisqu'on n'y a pas pensé. Moi, ça m'arrive souvent, donc quand je faisais du montage de projet, si j'étais à côté d'un scientifique, en fait, ce qu'on avait l'habitude de faire, et c'est ce qu'on va vous montrer aussi, c'est d'aller voir les autres projets qui ont été financés dans votre discipline sur les portails type Cordis, etc.
Et souvent, en fait, quand on cherchait par mots-clés des projets déjà financés sur les mêmes thématiques, si on regardait les personnes qui étaient partie prenante du projet, bah, le chercheur me disait, bah, tiens, celui-là, je le connais, je l'ai croisé à tel colloque. Donc, évidemment, c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller, puisque c'est plus facile d'entrer en contact avec un nouveau partenaire qu'on ne connaît pas vraiment, mais un petit peu, en lui disant, bah, tiens, on s'est croisé à tel congrès, rappelle-toi, est-ce que je suis en train de monter tel projet, est-ce que ça t'intéresse de faire partie de mon consortium? Ou à l'inverse, j'ai repéré telle ligne d'appel intéressante, est-ce que par hasard, tu es en train de monter quelque chose dans cette ligne d'appel, car ça m'intéresse d'y apporter telle et telle compétence et expertise. Donc voilà, si je déroule la présentation, donc j'utilise mon propre réseau, ça c'est la première chose à faire. Je participe à des événements de networking, donc effectivement, on appelle ça des brokerage events. Vous avez peut-être déjà participé à ce genre de choses. Il s'agit en fait d'insérer votre profil dans un système et vous dites si vous avez ciblé telle ou telle ligne, enfin enfin vous mettez votre expertise, qu'est-ce que vous pourriez apporter à un projet et si vous avez ciblé telle ligne d'appel. Ensuite, donc tous les participants font de même. Le système se ferme, vous avez accès à l'ensemble des profils de toutes les personnes qui souhaitent participer à cet événement. Vous choisissez des gens avec qui vous avez envie d'échanger, donc ça va être des speed dating, peut-être 20 minutes, un quart d'heure à parler avec ces personnes-là le moment venu. Et de même, les autres participants choisissent des personnes. Ensuite, on vous propose un agenda, vous acceptez ou déclinez des rendez-vous. Et le jour J, vous rencontrez des personnes avec un agenda qui est organisé donc de manière automatique. Alors, il faut savoir qu'il y a un brokerage event de cette manière qui va être organisé le 4 juillet à Bruxelles, en marge de la présentation, enfin, lorsque en fait il y aura l'infodé européen du défi sociétal santé, donc qui aura lieu à Bruxelles. Le lendemain, il y aura ce brokerage event. Donc, on vous diffusera de l'information. Le portail ouvrira seulement le 29 avril, mais on diffusera à toute la communauté donc la possibilité, pardon, de s'inscrire à ce brokerage. Ensuite de ça, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut identifier en premier lieu les projets qui ont déjà été financés sur la même thématique, donc en allant sur les portails qui sont en ligne et qui permettent donc la consultation de tous les projets financés. Donc par exemple, Cordis, c'est le portail par excellence de tous les projets européens financés par la Commission européenne depuis quasiment 30 ans. Donc par mots-clés, vous trouvez les projets financés dans vos thématiques. Donc c'est vrai que si on cherche l'ensemble des projets, là on voit sur la slide, il y a 21 000 résultats trouvés sur presque tous les projets financés sur H2020. Mais évidemment, il faut procéder par mots-clés et avec des mots-clés pertinents, vous trouvez rapidement, comme je vous le disais, des projets donc financés dans les mêmes thématiques, enfin celles qui vous intéressent. Et en plus, souvent, si vous regardez la liste des partenaires, vous aurez des gens que vous connaissez peut-être. Ensuite de ça, vous pouvez vous-même déposer votre profil, donc en dehors des brokerage events, mais de manière au fil de l'eau, déposer en fait votre profil sur une plateforme de recherche de partenaires. Donc, sur le portail des participants, sur chaque ligne d'appel, on peut aujourd'hui donc déposer quelques lignes sur son profil et le fait qu'on est intéressé par la ligne d'appel. Donc, en fait, aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, les lignes pour les appels 2020 de l'année 2020 donc, ne sont pas encore sorties puisqu'elles vont sortir au mois de juin. Donc, quand elles seront sorties, elles vont apparaître sur ce nouveau portail Funding and Tender Opportunities. Et vous aurez sur chaque ligne, en fait, la possibilité d'insérer votre intérêt à ce call. Ça permet donc de se positionner et de faire venir vers vous des gens qui se disent tiens, cet établissement est intéressé, ils ont telle compétence, ça m'intéresse de les coopter dans mon projet. Donc là, il y a un exemple qui est copié-collé et qui vous montre que donc il y a 70 organisations qui se sont portées intéressées donc à ce fait open
de cette ligne-là. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de profils, il faut trier, mais ça c'est le rôle en fait, enfin, c'est votre rôle et aussi si vous avez des hésitations, donc n'hésitez pas surtout à vous appuyer sur les cellules Europe qui sont vraiment les interlocuteurs dans votre établissement qui peuvent vous aider à monter vos projets. Euh, donc voilà, ça se présente comme ça, avec donc un petit pavé d'écriture et rapidement en fait l'identification de l'établissement et de l'équipe que vous pouvez ensuite aller googliser sur internet pour voir enfin, voilà, si cette équipe a déjà monté des projets européens et si elle est pertinente ou si c'est justement une nouvelle équipe qui veut se positionner. euh, sur le site du portail du participant, faire une recherche de partenaires directs sur tous les établissements qui ont un PIC, puisque tous les établissements qui ont un PIC, donc Participant Identification Code, donc bah, vous le connaissez, c'est le code obligatoire de quand on participe à un projet européen, en fait, on est identifié, on a une identité juridique identifiée pour les services de la Commission européenne. Donc, si on fait une recherche sur ces participants, en fait, on aura l'ensemble des projets pour lesquels en fait, le participant est partenaire. Ainsi, on va dans ce cas-là dans un autre onglet qui est montré sur ce slide, Partner Search, et on peut, soit on connaît le PIC en fait de l'établissement, soit on connaît en fait son nom, et on regarde en fait, on trouve tout de suite en fait l'établissement et on peut décliner en fait l'ensemble des projets auxquels ce participant est impliqué, enfin, dans lequel ce participant est impliqué. Donc là, il y a un exemple sur le CNRS, 18 projets, je trouve que c'est pas beaucoup pour le CNRS. Donc il y a dû avoir en fait des mots-clés discriminants peut-être, ou en tout cas. Ouais, c'était Infectious Disease. Pardon. Dis-moi. Ouais. C'était, oui, c'est Infectious Disease. On avait indiqué. Oui, voilà. Ah si, pardon, je vois mal. Oui, donc sur le mot-clé maladie infectieuse, donc le CNRS est participant à 18 projets. Donc vous pouvez voir tout l'ensemble de ces projets-là. Et donc c'est intéressant pour trouver en fait sur un mot-clé tous les participants qui ont voilà, enfin tous les projets pour un participant donné. Voilà, donc ensuite, quand on déplie toute cette interface, enfin maintenant c'est très très puissant en fait, tout ce qui peut être mis sur ce gros portail des participants, on va trouver en fait l'ensemble de toutes les participations, le pédigré total en fait bon là l'exemple du CNRS c'est sûr que, bon, évidemment, on sait, nous, en France, que le CNRS a énormément de participation, a énormément de domaines, etc. Mais pour des gens, justement, européens qui cherchent en France un partenaire français qui, donc, par exemple, sur les maladies infectieuses, peut être pertinent, s'il tombe sur les CNRS, à ce moment-là, il verra que c'est un organisme multithématique qui fait tel et tel, qui travaille sur tel et tel domaine mais que sur le cas particulier de maladies infectieuses, il est déjà intervenu sur tel et tel projet dans telle et telle thématique. Donc c'est très intéressant et c'est très très riche en fait de pouvoir aller se balader, enfin de se balader dans cette interface, puisque toutes les données sont accessibles aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on recherche un partenaire, pour compléter son consortium, on a souvent envie que le partenaire connaisse déjà un peu l'articulation des projets européens, parce que ça ira beaucoup plus vite. C'est difficile de trouver un nouvel arrivant et que le nouvel arrivant soit parfaitement capable. Après, tout dépend du type de partenaire que vous cherchez. C'est vrai qu'il est plus facile de partir avec un partenaire qui connaît bien le schéma, mais ça n'exclut pas les nouveaux partenaires, des gens qui n'ont jamais fait de projet européen, et qu'on peut rencontrer justement dans les brokerage events, puisque typiquement, c'est des gens qui veulent se faire voir, parce que ça va être des gens
je sais pas moi, de tout ce qui est les nouveaux participants, tout ce qui peut être data management ou bien les organismes de la société civile qui ont leur partie, tout à fait une participation importante dans les futurs appels. Ça peut être l'opportunité pour eux de se faire voir. Donc, pour finir sur cet outil puissant, donc, quand on a le profil, en fait, par exemple CNRS, on a toute la déclinaison de tous les partenariats déjà opérés. Donc là, on voit que le CNRS, typiquement, a été partenaire de projets européens dans plusieurs centaines de projets avec le CEA, avec le Consortio National en Italie, etc., etc. Et toute la liste des projets. Voilà. Ensuite de ça, donc on a vu les différentes possibilités donc du portail Cordis, du nouveau portail, du gros portail donc de participation H2020. Il y a aussi des autres réseaux thématiques comme Idealist ou Net for Society qui permettent en fait de trouver des partenaires avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc le réseau idéaliste liste en fait des profils de partenaires dans tout ce qui est PIC. Donc ça fait longtemps que ce portail existe, donc il y a une foultitude de profils qu'on peut trouver là. Et le réseau Net for Society est intéressant parce que c'est tout ce qui est justement des profils sur les sciences humaines et sociales qui ont tout à fait leur place dans nos calls du Challenge 1 santé et justement qui sont moins présents dans les projets européens donc, et qui pourraient avoir tout à fait leur place. Ensuite de ça, donc pour les entreprises, il faut contacter le réseau EEN, donc qui est en tout cas en France présent dans toutes vos régions, souvent dans les CCI ou dans les organismes de promotion de l'innovation en région. Et ainsi, ils peuvent vous aider à diffuser des profils, rechercher des profils d'entreprises de R&D. Je vois qu'il y a une question me concerne. Alors, pour le réseau, quelqu'un qui intervient, donc pour le réseau EN, la base de données ne concerne pas que les profils commerciaux, il y a beaucoup de profils techno et de profils de recherche partenaires R&D. Effectivement, de toute façon, initialement, le réseau EN était donc ciblé R&D. Ensuite, ça s'est ouvert, ouais, effectivement, sur le commercial, mais effectivement, oui, ce sont des acteurs en fait de recherche et de développement et d'innovation qui peuvent être présents sur cette interface. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser. Je vais redonner la parole à Maëlle sur la construction de. Oui, alors, ouais, d'un appel. Alors, comment est structuré un appel? Donc un appel, c'est tout le temps structuré de la même manière. Vous avez trois parties, le specific challenge, le scope et l'expected impact. Donc en fait, le specific challenge, c'est vraiment la première chose qu'il convient de regarder. Ça doit permettre aux participants de savoir si votre idée colle avec le topic. La commission va y décrire ce qu'elle attend du projet, à savoir le défi auquel celui-ci doit pouvoir permettre de répondre. Et ensuite, vous avez le scope. C'est le champ dans lequel le projet s'inscrit. Et ensuite, vous allez avoir les expected impact. Et donc ça, c'est l'impact attendu de votre projet. Donc vous devez vraiment lire de manière attentive toutes les parties de l'appel. Il n'y a aucun impact qui est à négliger. Voilà, c'est vraiment important de prendre en compte tout ce qui est indiqué. En bas de l'appel, vous avez également, enfin, non pas en bas, il y a également indiqué le montant indicatif de la subvention. Généralement, c'est une fourchette, voilà, de montant. Et vous avez également le type d'action auquel vous allez répondre. Donc, le type d'action, ça va être les Research Innovation Action ou les Innovation Action. Et donc, après, il faudra fouiller, mais en fait, ça veut dire, pour les Research Innovation Action, ça veut dire le type aussi de financement que vous allez pouvoir avoir si vous postulez à une RIA. Voilà, ce genre de choses. Alors, il faut, avant de se lancer dans un montage, je pense qu'il faut réfléchir un peu
au contexte politique ayant conduit au Work Programme. Il faut vraiment essayer de réfléchir aux grandes priorités de recherche, à la stratégie européenne, parce que ça vous permettra en fait de mieux écrire après votre proposition. Il faut également souligner les éléments importants qui sont dans l'appel. Il faut que ça soit également, ça se retrouve dans votre proposition pour être sûr que vous répondiez à chacun des critères qui sont énoncés dans l'appel. Il faut surtout ne pas négliger l'impact. En fait, souvent les scientifiques sur l'excellence, ils sont plus à l'aise. C'est quelque chose qui fait plus partie de leur travail et auquel ils sont habitués. Le dossier de soumission, comment ça se présente? Donc vous avez toujours une partie voilà, pour être sûr d'être sélectionné vu les taux de sélection existants. Le dossier de soumission, donc comment ça se présente? Donc vous avez toujours une partie A, donc ça c'est la partie administrative, le formulaire administratif à remplir en ligne. Vous allez avoir juste les informations administratives sur l'organisme qui candidate et les participants également au projet. Également des informations sur les scientifiques, et vous allez avoir le Ethic Issue Table, donc c'est toute une question, plein de questions éthiques auxquelles vous allez devoir répondre, et à chaque fois que vous cliquez oui, il y a d'autres questions qui s'affichent, et en fait ça veut dire aussi si vous répondez oui à une des réponses de l'Ethic Issue Table, il faut également rédiger une annexe éthique. La partie scientifique, c'est la part B, donc c'est un document que vous allez uploader sur le site de la commission, dans lequel vous allez qui est toujours présenté de la même manière. Donc vous avez trois parties, la partie Excellence, dans lequel vous allez décrire les objectifs, le lien avec le Work Programme, enfin le lien de votre projet avec le Work Programme, la méthodologie, vous allez également expliquer l'état de l'art, l'ambition, etc. L'impact, ensuite en deuxième partie, donc vous allez devoir répondre aux impacts attendus dans le cadre de l'appel. Il y aura toutes les parties exploitation, dissémination, business plan si nécessaire. Ensuite, vous avez la partie Implementation Management, donc ça va être plus être la description de vos work packages, la répartition du travail entre les partenaires, également les aspects management dans leur globalité, vous allez décrire votre budget, etc. etc. Et ensuite, vous avez des parties où il n'y a pas de limitation au nombre de pages. Donc c'est les parties, voilà, description des membres du consortium, les parties éthiques. Donc ce que je vous disais, si vous avez répondu oui à une question de l'éthique issue table de la partie administrative, vous allez devoir rédiger une annexe éthique. Donc ça aussi, c'est à prendre un peu en avance parce qu'on fait ça souvent à la dernière minute et parce que c'est une partie que parfois les scientifiques n'aiment pas forcément rédiger parce qu'en plus ça ne fait pas partie de l'évaluation. Voilà, donc, mais il faut quand même, pour pas être pris de court, voilà, c'est bien important de bien voir tout le travail que vous allez devoir réaliser. Voilà, se répartir un peu les tâches et de faire un échéancier aussi de toutes les différentes activités que vous allez devoir réaliser avant la deadline. Voilà, donc pour revenir sur les critères d'évaluation, je vais pas passer trop de temps parce que nous avons une experte évaluatrice, donc elle nous en dira plus. Voilà, vous êtes évalué sur les parties excellence, impact et qualité de la mise en œuvre. Et en fait, dans l'appel, vous allez pouvoir télécharger un document qui vous explique qu'est-ce qui est évalué dans chacun des critères. Donc, en fait, dans la partie excellence, ça va être la clarté et la pertinence des objectifs qui va être évalué, la crédibilité, le bien fondé, le potentiel d'innovation. Dans la partie impact, on va regarder si vous allez réaliser les impacts listés dans le programme, si votre projet va permettre de renforcer la compétitivité et la croissance des entreprises, la capacité d'innovation liée à votre projet, si vous avez bien pris en compte les impacts environnementaux, sociétaux, et si vous allez mettre en place des mesures de dissémination convaincantes. Voilà, donc on va y revenir. Et ensuite, la troisième partie, implementation. Donc on va voir si votre plan de travail est cohérent et efficace, si vous avez les compétences nécessaires dans le consortium pour réaliser votre projet, et si votre structure de management est en adéquation avec l'ambition de votre projet, en fait. Voilà, donc pour les appels en première étape, vous avez une autre, des notes, enfin des seuils par critère. Donc pour l'excellence, l'impact, l'implementation, enfin pour l'excellence et l'impact, c'est 4 sur 5, parce que vous êtes noté sur 5 sur chacune des parties. Et pour l'implementation, vous devez avoir minimum 3 sur 5, et voilà votre seuil minimum pour pouvoir être classé, en fait, c'est 12 sur 15.
Sous critères d'égalité, sous critères en cas d'égalité. Donc en fait, voilà, les experts évaluateurs vont vous évaluer, vont vous noter et qu'est-ce qui se passe s'il y a une égalité? En cas d'égalité, les propositions seront classées en fonction de leurs notes aux critères d'excellence. Si ces notes sont identiques, on va ensuite regarder la note, dans la partie impact. En cas, comme je vous disais, vous avez différents types d'actions. Vous avez des projets de Research Innovation Action et vous avez des projets de Action Innovation. Donc en fait, c'est Action Innovation, c'est souvent des projets beaucoup plus tournés vers le marché, à TRL plus élevé. Et donc dans les projets de Innovation Action, on ne va pas regarder en premier la note d'excellence pour reclasser les projets. On va d'abord regarder la note du critère impact, puis la note du critère excellence pour refaire le classement. Si encore il y a des égalités, on va regarder les critères suivants: la proportion du budget alloué aux PME dans les consortiums, et ensuite l'équilibre des genres dans le consortium en ce qui concerne les personnes responsables des tâches. Donc en fait, si vous avez un nombre équilibré entre hommes et femmes sur Wall Work Package Leader. Mais ça, c'est vraiment, ça arrive à la fin si jamais vous avez plusieurs, si vous avez, s'il y a beaucoup d'égalité entre les projets. Et si une distinction est encore nécessaire après l'étape C, le panel d'experts peut décider de classer les projets en fonction des potentielles synergies entre les projets afin d'améliorer la qualité du portefeuille de projets. Mais je pense que notre expert nous en dira plus si ça arrive souvent ou pas. Alors, les autres critères à ne pas négliger. Donc, l'implication des PME, bon, ça c'est quelque chose qu'on répète assez régulièrement. Il y a souvent aussi des lignes d'appel qui précisent la participation des entreprises est fortement encouragée. Donc dans ces cas-là, c'est obligatoire d'avoir des entreprises, mais de toute façon, c'est souvent le cas. L'aspect genre dans le projet, l'aspect éthique, l'implication des décideurs politiques, des associations de patients, des acteurs de la société civile. Voilà, donc ça, c'est des aspects importants à prendre en compte, même lors de montage, quand vous allez constituer votre consortium, c'est important de garder ça en tête. Et la notion de data management. Donc, vous savez qu'il y a un pilote maintenant auquel les projets, lorsqu'ils soumettent des projets à H2020, sont automatiquement font partie de ce pilote sur les data. Donc il y a une possibilité de opt-out, mais qui va ne plus être présente sous Horizon Europe, dans le prochain programme européen. Voilà, donc c'est important de ne pas négliger cette notion de data management, parce qu'il y a une partie dans laquelle vous êtes évalué en fait dans la partie impact. Vous allez devoir rédiger comment vous allez en fait gérer vos data. Et en fait, si votre projet est sélectionné, ou mois 6, vous allez devoir rédiger un data management plan. Donc il y a un certain nombre de guides sur Internet, sur comment rédiger des data management plans qui sont faits par les universités. Peut-être en interne, vous en avez aussi, parce que c'est un sujet de plus en plus important. D'autres financeurs également imposent de faire des data management plans. Je pense au NIH, l'ANR également, maintenant, demande également qu'on rédige des paragraphes sur comment on va traiter et conserver les données. Donc voilà, c'est commun à beaucoup de financeurs, donc de toute façon, c'est incontournable aujourd'hui. Alors, je vais relaisser la parole à Valérie. Oui, Valérie. donc on a le terme pour vous distraire en fait un peu. Et puis c'est plus sympathique de le faire à deux et ces outils en fait nous permettent de travailler à distance qui diminue l'impact carbone et on en est très content. Je fais une petite page de publicité européenne et environnementale au passage. Donc, l'analyse des ESR, donc les ESR, donc Evaluation Summary Reports, sont les documents qui sont rédigés par les experts évaluateurs à l'issue des projets, comme vous le savez. Donc, le PCN Santé, on a fait ce travail en 2015, en fait, d'analyser. Donc, on avait fait ça en huis clos, puisqu'en fait, on n'a pas le droit de. On avait fait ça ensemble à Paris, en fait, dans une salle. On ne s'est pas amusé comment dire, à distribuer les ESR partout en France, parce que ce sont des documents qui sont très confidentiels, puisque stratégiques, puisque quand on a déposé un projet, qu'on n'a pas, enfin, on n'a pas été retenu, mais en fait, dans l'ESR, on a des éléments qui nous permettent de dire pourquoi on n'a pas été retenu et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer ensuite nos propositions. Donc là, je vais vous décrire ce qu'on avait analysé, parce qu'on avait donc regardé tous les ESR, retrouvé les mots-clés et
Donc, on va vous montrer ce qu'on avait trouvé et ensuite, je redonnerai la main à Maëlle pour décrire ce qui avait été mis en lumière donc, dans les ESR de la DG Connect. Puisque vous savez, dans le défi sociétal santé, on a quand même deux parties un peu distinctes et puis des projets qui ne sont pas notés de la même manière, enfin, en tout cas pas par le même système, enfin, pas tout à fait par le même système d'organisation d'évaluation. Donc d'un côté, les appels DGRTD, c'est-à-dire vraiment le pilier santé scientifique, donc avec beaucoup de gens du domaine de la thématique santé, et ensuite les appels de la DG Connect qui seront plus évalués par des gens du domaine de la technique et des TIC, donc des organisations un peu différentes. Donc pour ce qui concerne en fait les évaluations sur les calls qui sont de la DG Recherche, donc évidemment, en point positif sur le critère excellence, on va retrouver la clarté, la cohérence, la méthode, le fait que ce soit nouveau, le fait qu'il y ait réellement des données préliminaires qui permettent justement de développer le projet sur des bases qui tiennent la route, et qu'ensuite, au niveau que ça réponde vraiment à des besoins médicaux, donc des réponses en fait apportées aux soins futurs, enfin aux possibilités de mise en pratique dans les soins de quelque chose qui n'a jamais été fait encore. Donc l'interdisciplinarité, c'est très important, et aussi le fait qu'on puisse intégrer des ressources, enfin des partenaires de différents horizons, des PME bien sûr, des hôpitaux et des organisations de patients. Donc le gender, c'est un point important. Donc le gender, pour les appels santé, en fait, il peut en fait s'appliquer aussi bien donc évidemment dans l'équipe les équipes qui vont travailler dans les projets. Comme on l'a vu tout à l'heure, les tâches en fait doivent être distribuées, mais c'est donc un critère en deuxième recours. Mais ensuite, il y a certains appels, notamment sur la santé, qui vont bien préciser qu'il est important de mesurer l'aspect gender, puisqu'en fait, il y a des maladies qui ont été souvent en fait évaluées sur uniquement des populations masculines, puisque en fait pour des histoires d'essais cliniques, en fait en critères d'exclusion, en fait il y avait beaucoup, enfin les femmes en fait se retrouvaient beaucoup dans les critères d'exclusion et on se retrouve en fait avec peu de femmes dans les essais. Et donc, il y a des doses ou des choses comme ça qui ont été mises au point pour certains médicaments, notamment, et qui ne correspondent pas du tout, en fait, aux besoins féminins et qui sont vraiment sur. Enfin, donc, il y a des aspects comme ça qui ne sont pas à négliger, et souvent dans les lignes, c'est expliqué, ou en tout cas, il y a un entrefilet qui le précise, il ne faut pas le négliger. Donc, les points négatifs sur l'excellence, évidemment, c'est le manque de nouveautés. Si vous avez mal fait votre état de l'art et que finalement, il y a déjà des projets qui ont été financés et par l'Union européenne sur le même sujet, on va vous dire que vous avancez pas beaucoup dans la nouveauté. Ensuite, par contre, quand c'est trop ambitieux et que le risque est trop important, on va vous dégoûter aussi. Donc, on verra aussi que le risque doit être explicité. En fait, on peut faire des petits tableaux d'anticipation des risques avec des mitigation measures appliqués à chaque risque pour dire que voilà, si je me retrouve dans telle situation, je vais de. Mais ça, on le verra dans les points suivants. Clinical trials, donc c'est important dans le critère excellence. C'est que effectivement, les hôpitaux sont de plus en plus présents dans les projets SC1 puisqu'il y a des essais cliniques et que les hôpitaux savent bien quand même comment marchent les essais cliniques. Et donc, cette présence-là, en fait, elle est importante, surtout parce que tout à l'heure, Maëlle a dit qu'en fait, les scientifiques négligeaient un petit peu peut-être quelquefois la grille éthique hein, qu'il faut renseigner et qu'il faut expliciter. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évalué au premier abord. Cependant, c'est important de montrer à l'évaluateur qu'on a bien conscience en fait des points éthiques. Et c'est vrai que dans la pratique, en fait, de tous les gens qui font de la promotion des essais cliniques, donc dans les établissements hospitaliers, sans faire trop de publicité, en fait, on a l'habitude des aspects éthiques puisqu'en fait, on le fait tous les jours, en fait, de s'assurer que les données des patients sont comment dire, j'ai oublié un mot, anonymisé, que on s'assure bien qu'il y a un consentement qui a été signé, qu'on ne fait pas rentrer que en fait les protocoles sont bien soumis aux instances réglementaires pour permettre en fait la tenue des études cliniques. Enfin, donc, tous ces points-là, on les connaît bien, on n'en a pas peur et on peut facilement donc donner du volume à ces parties donc de rédaction. Donc, les données préliminaires sont effectivement indispensables,
pour développer un projet scientifique qui se tient sur des choses qui ont été étudiées par avance. Et le consortium doit avoir effectivement toute l'expertise. En fait, il y a une partie qui est à renseigner sur pourquoi le consortium dans son ensemble répond bien à la question posée. Donc, sur le critère impact, on va effectivement demander à ce que le data management plan soit bien explicité. Donc Maëlle vous a dit, on en trouve des exemples au niveau des universités, au niveau des établissements, et il y a beaucoup de formations qui sont aussi montées sur ces aspects-là qui sont incontournables aujourd'hui. Au niveau du point positif sur l'impact, si on est dans un appel avec un TRL assez élevé, le fait d'avoir un business plan ou un espèce de business plan qui explique comment on va atteindre le marché, c'est très bien vu, évidemment. Et ensuite de ça, effectivement, comme ce sont des projets santé, donc sur l'aspect santé publique, c'est important de pouvoir dire comment la population générale européenne va être au courant en fait de la tenue de ce projet euh, et comment en fait par quels moyens en fait on va communiquer auprès de la population en général. Le IP, donc propriété intellectuelle, c'est évidemment un aspect important. Et le fait que ça soit connecté avec les initiatives nationales et internationales, c'est toujours important en fait, parce que en fait, la Commission européenne ne veut pas que le projet soit isolé dans son coin et qu'il n'ait aucun impact sur rien, mais qu'il soit bien entrelacé avec l'existant, toutes les politiques qu'on essaye de mettre en place au niveau national, européen ou international. Les points négatifs, bien sûr, c'est c'est le fait, que ça ne touche pas en fait une grande partie de la population, bon, évidemment, sauf les appels maladies rares, bien sûr, qu'il n'y ait pas de communication vers les utilisateurs finaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication dont on dispose, c'est difficile de négliger cet aspect-là. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre des PME qui peuvent avoir des bonnes idées sur des outils de communication à mettre en place. En plus, les PME, c'est bien vu aussi d'avoir un partenaire ou plusieurs partenaires PME dans sa proposition et ça vous permet d'avoir clé en main des outils de communication vers le grand public ou des data management. Enfin, tous ces aspects en fait qu'on maîtrise moins au niveau scientifique, en fait, on peut les confier à des PME qui sont des PME R&D et qui savent faire. Voilà. Donc la propriété intellectuelle, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un point important pour les PRLSD surtout, évidemment. Donc en implémentation, donc ce que je disais en amont, oui, tout ce qui est risk management plan, donc ça on peut avoir des exemples, mais en fait c'est simplement un petit tableau qui va identifier les principaux risques et qui va dire voilà face à ce risque qu'est-ce que je fais pour contourner ou aller plus loin ou voilà. C'est l'avoir anticipé et avoir trouvé une réponse, c'est bien, ne pas en parler du tout, c'est mauvais. Donc l'équilibre entre les partenaires, il faut que ça soit bien équilibré. Et quand on a trop de scientifiques, on peut, par exemple, faire un external advisory board. Ça permet de mettre meilleurs, nos meilleurs concurrents en fait dans un external advisory board. Quand on est un gros centre d'excellence scientifique et qu'on fait un projet collaboratif, on n'a pas forcément envie de mettre tous nos meilleurs ennemis en fait, et donc on va les mettre dans cet external advisory board. Ça va nous permettre de recentrer notre consortium sur les partenaires principaux, de bien mettre des PME, bien mettre différents experts et d'équilibrer comme ça en fait en sortant certains partenaires sans les sortir vraiment, donc on ne se fâche pas avec eux. Ensuite, l'expertise complémentaire des partenaires, il ne faut pas seulement mettre des partenaires complémentaires, mais aussi il faut une expliciter en quelques lignes. Ça permet en fait à l'évaluateur, quand il va lire la proposition, de dire ah bah oui, effectivement, ils ont bien équilibré leur partenariat et ils me l'ont déjà expliqué, c'est très bien. Il reprend quasiment votre phrase, il la met dans son rapport. Les points négatifs pour l'implémentation, les essais cliniques, donc c'est toujours ce qui ressort. Bon, comme je vous le disais, on est là pour vous aider dans ces aspects-là. Et il y a beaucoup d'acteurs présents.
Disons qu'il y a des projets, en fait, vous savez, quand il y a des TRL un peu, enfin, ça va être des essais de phase 1 ou en tout cas des choses préliminaires. Rien n'empêche d'être en contact quand même avec la partie essais cliniques hospitalières qui vous aident quand même malgré tout dans dans ces étapes-là, même si finalement on n'est pas partie prenante de ce projet-là, mais on le sera peut-être d'un autre projet qui sera ultérieur et sur une phase plus aval. Toujours, le risque qui n'est pas assez évalué, ça je le dirai jamais assez, le tableau de risque c'est super important. Je vais aller assez vite parce que c'est vrai qu'on a une experte qui va nous parler à la fin. Donc je laisse la parole à Maëlle Ouais, sur je vais aussi les ouais. idées. Pardon, ouais, Euh, merci Valérie. Je vais aussi aller assez vite parce que l'heure tourne. Donc je vais aller très rapidement sur notre screening, sur les aspects. Moi, j'ai parlé que des aspects négatifs qui ont été relevés sur les ESR. Pour les appels de la DG Connect, donc alors pour le critère d'excellence, ce qui a été relevé suite à notre analyse, ça a été que le point négatif qui revenait souvent, c'était qu'il n'y avait pas assez de rupture par rapport à l'état de l'art. Il y avait une partie aussi sur la data privacy qui n'était pas suffisamment pris en compte. Un manque de détails, donc ça c'est aussi des détails techniques et de description sur la méthodologie. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut revenir comme commentaire sur la partie impact. Parfois ça peut paraître assez vague, de bien détailler ce que vous voulez faire, de donner des cas concrets, voilà, ça c'est assez important. Alors sur la partie impact, un des critères qui était vraiment négligé, c'était que les potentiels marchés n'étaient pas suffisamment décrits dans les propositions. Également sur la capacité d'innovation, les points aussi qui étaient négativement évalués, c'était beaucoup sur le management de la propriété intellectuelle, de la partie dissemination and exploitation plan était trop vague. C'est là où le critère de détailler ce que vous voulez faire concrètement dans votre plan d'exploitation et de communication, soit au public, soit à votre communauté scientifique, ça doit vraiment être détaillé par des exemples concrets de ce que vous allez faire. Voilà. Et pour la partie impact, donc il y avait beaucoup de commentaires négatifs sur les risques. Donc encore une fois, c'est la même chose que pour les projets, enfin les appels de la DGRTD, et sur le management de l'innovation. Également, il y avait des commentaires négatifs sur comme quoi le budget n'était pas suffisamment bien alloué, et également les tâches. Donc il n'y avait pas un équilibre budgétaire entre les partenaires par rapport à leurs tâches qu'ils avaient réalisées. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui revient régulièrement. Donc je vais laisser Valérie terminer pour qu'on puisse ensuite écouter le témoignage de notre experte évaluatrice. Alors, pour finir sur l'analyse des ESR, je vous montre quelques slides qui ont été réalisés par le réseau HNN. En fait, c'est le réseau des points de contact nationaux santé, donc le réseau européen, puisqu'on travaille nous-mêmes à échanger des bonnes pratiques avec les gens qui sont aussi PCN dans leur pays, notamment, vous savez, les PCN des Pays-Bas, par exemple, on est très intéressé à savoir comment ils font pour avoir des tels résultats. Ou enfin voilà. Donc on travaille avec eux et au niveau donc de ce réseau, il y a eu une analyse aussi qui a été faite sur des ESR, donc sur les projets sélectionnés avec des notes au-dessus de 12. Donc rapidement, vous lirez en fait ces résultats. Les projets financés, effectivement, plus ils ont une bonne note, plus ils ont une chance d'être financés. Enfin, il y a moins de financement sur des projets qui ont 12 et plus de financement sur des projets qui ont 14,5 ou voilà. Euh, voilà la meilleure note. Donc, enfin bon, vous verrez les slides. En fait, ce qui est important, c'est de voir que les différents critères en fait ont été évalués et en fait il y a une notion en fait de différentes années.
Par exemple, en 2017, le critère impact, en fait, a été vraiment important dans la notation. Disons que les propositions qui ont été sélectionnées avaient un critère impact très élevé. Et en plus de ça, on voit que sur le critère implémentation, finalement, la note est moins élevée. Donc là, typiquement, sur cette slide, on voit que c'est vraiment l'impact qui est important. Qui est important et de plus en plus important, puisqu'en 2017, enfin, les projets sélectionnés ont un impact encore plus important. Parce que la Commission européenne veut vraiment que ce qu'elle finance serve à quelque chose et que ce soit démontré dans les propositions. Sur le critère excellence, ce qui ressort et qui est le plus important, c'est que la proposition dans son ensemble soit crédible et qu'elle sonne juste, quoi. Et effectivement, comme le disait Maëlle au début, quand le projet est mal tricoté et pas assez anticipé dans sa rédaction, ça se voit en fait que c'est des morceaux rajoutés les uns avec les autres. Si la proposition dans son ensemble est vraiment structurée, que ça te paraît bien solide au niveau scientifique, que tout s'imbrique bien, ça se voit et ça obtient une bonne note. C'est bien noté. Au niveau de l'impact, toutes les mesures pour exploiter et disséminer les résultats sont des choses qui sont effectivement bien notées et le fait de faire en sorte que l'impact soit encore plus au niveau de chaque work package, que l'impact soit mesuré, c'est quelque chose qui est important. Donc, on sait, c'est vraiment la partie qui va faire la différence. Et donc, c'est le point sur lequel il faut travailler le plus. Au niveau de l'implémentation, effectivement, on a envie que le management soit clair, facile, que les gens sachent où ils vont. Enfin, le management, on a tellement de propositions maintenant qui ont été écrites, on peut toujours aller s'inspirer de ce qu'ont fait nos collègues dans d'autres projets. Enfin, et donc aujourd'hui, avoir un management pauvre, c'est un petit peu dommage puisqu'on a quand même beaucoup d'exemples. Et ensuite, la cohérence du programme de travail, de toute évidence, c'est quelque chose qui est important, puisque enfin, voilà, ça reflète de la proposition qui est bien construite hein, avec les différents participants qui ont mis la main à la pâte et qui ont anticipé le montage. Euh, Voilà. Donc ensuite, dans cette slide, vous aurez le PowerPoint. Donc tous les liens sont actifs et vous aurez accès à enfin, un certain nombre en fait de guides sur le montage de projet, puisque comme H2020 a commencé déjà donc depuis 2014, on a beaucoup de documents qui sont écrits. Donc n'hésitez pas à aller dans cette liste, même en trouver d'autres, car en fait, il y a beaucoup d'exemples en ligne que vous trouvez facilement. Euh, voilà. Et n'hésitez pas à nous poser des questions le cas échéant, puisque en fait, c'est le meilleur moyen aussi d'avancer le plus vite possible. Quelquefois, on est bloqué par une petite situation, il suffit de poser la question et après, ça débloque. Conclusion des conclusions. Donc, le message principal, évidemment, c'est anticiper. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en faisant ces webinaires. Donc, vous avez retenu que les calls du défi 1 sortiront la dernière semaine de juin. Ils seront officiellement publiés, mais vous avez déjà la possibilité de travailler sur les calls préliminaires puisque les drafts circulent. Si vous ne les avez pas par hasard, n'hésitez pas à nous les demander. Contactez le PCN pour vérifier l'adéquation entre votre futur projet et la ligne que vous avez ciblée. Contactez vos cellules locales Europe, effectivement, parce qu'en fait, on a parlé beaucoup du contenu, mais le projet se monte et il y a un budget qui est associé au projet. Et pour le savoir, parce que j'ai monté des projets et je suis entourée de personnes qui montent des projets, il ne faut pas négliger le côté budgétaire, parce qu'en fait, quelquefois, on a une foultitude de choses à faire dans un projet, mais si on n'a pas anticipé le budget, on va dépasser largement l'enveloppe potentielle. Et voilà, donc s'il faut réduire la voilure sur l'ambition du projet, il faut le faire rapidement. Donc en fait, il faut toujours en parallèle en fait monter le budget et monter le projet en même temps. Voilà. Et surtout ne pas négliger le critère implémentation,
qui est celui qui ressort en fait comme étant celui qui discrimine le plus en fait le oui ou non le projet passe. Voilà. Ok. Donc, Oui, Valérie, oui. excusez-moi, je prends maintenant, c'est Nora à l'appareil ou vous souhaitez finaliser encore un point? Non, non, c'est votre temps, bien sûr. Donc, Nora Très bien. Benabilel, je vous laisse vous présenter, en fait, c'est le plus simple. Je vous remercie. Merci beaucoup à Maëlle et Valérie pour cette présentation très fine et les statistiques qui sont données qui sont importantes. Je suis expert dans différents calls à la Commission européenne depuis plusieurs années déjà. Et j'ai pu voir aussi l'évolution des demandes, effectivement, de voir un équilibre se créer entre les différents critères d'évaluation, l'excellence, les impacts, les aspects d'implémentation, d'efficacité et de qualité au niveau de l'implémentation, et une partie opérationnelle, savoir si les équipes ont la qualité opérationnelle. Alors, peut-être pour vous préciser un peu comment ça se passe, même si je suis des deux côtés et que j'ai pu aussi monter des projets. Appel à projet est particulier. Chaque équipe qui va manager le call au niveau de ce qui vont être proposés aux experts d'un call particulier, et chaque appel à projet est particulier. Chaque équipe qui va manager le call au niveau de la commission a aussi son propre ADN et va nous donner une façon de travailler et la façon dont elle souhaite aussi que ça se passe au niveau éthique, etc. Ça, c'est des points importants. Donc on a des guidelines et on va avoir un petit peu aussi une idée de la façon dont vont se passer ces évaluations. En général, une fois que les experts ont accepté et signé leur contrat et qu'ils déclarent qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt pour évaluer les propositions d'un call donné, on va travailler chez soi sur les propositions qu'on a acceptées. On a lu rapidement s'il y avait des personnes qu'on connaissait ou pas et si la thématique pouvait représenter un conflit d'intérêt. Et ensuite, on a un temps donné pour faire un rapport. Ce rapport est soumis et on doit répondre à tous les critères et les sous-critères de l'appel à projet. J'y reviendrai parce que c'est là que va se faire l'évaluation et c'est là qu'on va aussi beaucoup discuter entre experts. Ensuite, un rapport est assigné pour la proposition. Dans beaucoup de cas maintenant, c'est un rapport extérieur, c'est-à-dire qui n'a pas expertisé les propositions et il va devoir synthétiser, faire une proposition d'un rapport consensus, en général à partir de 3 rapports d'experts, en général. Quelquefois un peu plus, quelquefois 2, mais c'est souvent 3. Et là-dessus, on va discuter entre experts pour avoir une approche consensus. C'est des discussions qui sont souvent longues parce qu'il y a aussi se remettre à niveau sur ce que l'on comprend du sous-critère et de la façon dont il a été défendu dans la proposition. Et c'est souvent des discussions qui vont prendre un certain temps et c'est nécessaire qu'elles prennent du temps. Ça, c'est quand les évaluations consensus sont faites à domicile. Et il y a quelquefois d'autres calls où les évaluations consensus sont faites à Bruxelles. Et là, en général, on va être dans un panel qui peut être assez large. On peut quelquefois être 20 autour de la table, avec des expertises complémentaires et assez variées pour répondre aux objectifs du call, hein, bien sûr. Et donc, il va y avoir un rapporteur qui va être nommé pour chaque proposition, 3 experts qui ont travaillé sur le rapport, et le reste du comité va écouter les évaluations avec un observateur extérieur qui est là pour s'assurer d'abord de la bonne tenue des débats et que, au niveau éthique, etc., tout soit bien respecté. Donc c'est très cadré. Et sur ces propositions, quand elles sont évaluées en face-to-face à la commission, on a en général, quand on n'a pas évalué une proposition, on ne peut pas donner un avis déterminant pour l'évaluation. Donc quelquefois, il peut y avoir des questions qui sont posées en disant oui, mais pour cette proposition, est-ce que ce critère avait été vraiment considéré comme ça, même si c'est pas la même pathologie, etc. Mais on va avoir beaucoup de discussions en plénière et on va essayer toujours de garder un fil conducteur qui permette de garder la cohérence, bien sûr coordonnée par la commission, de l'ensemble des débats.
Donc, et ensuite, il y a une dernière phase auquel les experts en général ne participent pas, qui est l'étape de final check, donc avec le contrôle qualité qui est effectué par les chairs, les vice-chairs et les coordinateurs du panel, et une évaluation éthique qui se fait à part. C'est-à-dire que l'ensemble des sujets éthiques qui peuvent lier, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui sur des projets santé, vont être traités par d'autres experts. Et vraiment un point important pour quelqu'un qui va rédiger une proposition, c'est que chaque critère et chaque sous-critère va être évalué. Alors, je vais me permettre quelques retours, en fait. C'est de ce qu'on voit, quand vous faites une proposition, que vous soyez coordinateur, et encore plus quand vous l'êtes ou quand vous allez être contributeur et co-partenaire d'une proposition qui est coordonnée par un autre partenaire, c'est vraiment important de se poser la question, de prendre son temps et de se poser la question de quelle est l'intention. Pourquoi est-ce que moi, je vais aller dans ce call, mon équipe, mon institution, mon écosystème, et j'y reviendrai parce que quand on parle du taux de succès des Hollandais, on peut l'expliquer aussi par une stratégie d'écosystème qui est très forte. Et donc, quelle est l'intention? Qu'est-ce que je vais apporter à ce projet qui va être différenciant par rapport à ma participation dans un autre projet? Par exemple, si je participe et si je coordonne, qu'est-ce que je vais apporter avec l'équipe que j'ai choisie et qui va faire que j'ai une équipe, pas de gens que je connais qui sont des amis parce que je voulais les faire participer, mais pour répondre spécifiquement à ce call, il me faut ces spécificités et ces personnes portent bien les différentes spécificités qui vont me permettre d'avancer. Par exemple, si je veux développer un système d'aide à la décision en clinique, il va me falloir des cliniciens, peut-être sur plusieurs pays, il va me falloir des gens qui font de l'ICT, il va me falloir des personnes qui sont peut-être des mathématiciens, il va falloir que je définisse un écosystème translationnel, il va falloir aussi que j'ai des PME adaptées, pas des sous-traitants, des gens qui vont vraiment faire de la R&D, parce que sinon ça ne va pas contribuer vraiment au projet, et pourquoi pas des grands groupes. Et comment je vais installer la partie réglementaire, est-ce qu'elle va être pertinente, et comment je vais me positionner sur la problématique d'innovation, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de positionnement européen de l'innovation. Donc en fait, c'est comment ma proposition va répondre à un grand défi, ce que la Commission appelle les grands challenges, et c'est important de se positionner aussi par rapport à ça, puisque si la Commission a lancé un call, c'est qu'elle veut essayer de résoudre une problématique donnée sur la santé et il faut bien se positionner par rapport à ce grand challenge. Donc dans l'introduction sur l'excellence, c'est vraiment très important de montrer qu'on a compris et qu'on se positionne bien par rapport à cet appel à projet. Ensuite, c'est pourquoi je suis dans le projet que je coordonne, c'est important aussi dans l'écriture qu'il va avoir. On peut être opportuniste et se dire voilà, tiens, il y a un projet qui se monte, on me propose d'y aller, j'y vais. Ok, mais il faut quand même que très vite, on évite d'avoir une proposition patchwork parce que ça va vite se voir. Et donc, il est important de recréer du lien et de se reposer toujours la question, est-ce que c'est cohérent ce qui est apporté? Est-ce que les contributions des uns et des autres sont équilibrées et sont dans un continuum? C'est vraiment important. Ensuite, avant même de commencer à écrire, hein, pour le moment, on n'a pas encore commencé à écrire la proposition, quel est le sketch de ma feuille de route? C'est quoi la roadmap scientifique, la roadmap technologique, la roadmap financière et la roadmap managériale que je vais proposer? On demande aussi dans les projets de l'innovation au niveau du management. C'est important et c'est pas trivial. C'est très difficile à faire. Et ensuite, toujours dans cette préparation de la présentation et qu'on voit très vite dans une présentation qu'on évalue, est-ce que cet ensemble est réaliste par rapport au call? Est-ce que on est dans une proposition qui va pouvoir tenir sur les 3 ans ou 4 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui est balancé? Est-ce que c'est l'appel à projet qui va matcher au mieux les objectifs, mes objectifs et ceux des partenaires? Et est-ce que j'ai bien les partenaires suffisamment complémentaires pour réaliser ce que je propose? Et après seulement, on va pouvoir entrer dans la base du travail. Ça, il y a des résumés de projets qui sont proposés. Les résumés sont souvent faits au dernier moment, et on sent que c'est fait au dernier moment, et c'est souvent la première chose que l'expert va regarder avant d'accepter ou pas d'évaluer une proposition. Et ça donne une image du consortium déjà. Déjà. Et ça, c'est une étape qu'il ne faut pas rater. Un résumé bien fait, c'est alléchant, et ça permet de dire, ah ok, je vois, donc maintenant je vais voir si je retrouve tous mes petits dans la partie excellence, dans la partie impact, et puis dans la partie implémentation. Donc,
qu'est-ce qu'on va travailler sur la partie excellence? En général, c'est une partie qui est plutôt convaincante. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des équipes qui font de la recherche et du développement, beaucoup de recherche, et qui ont l'habitude de publier. Donc en général, les parties excellence sont relativement bien matchées, mais pas toujours sur tous les items qu'on doit compléter. Par exemple, est-ce que les objectifs sont pertinents? Est-ce qu'ils sont clairs? Pas des objectifs alambiqués où finalement on va avoir à la fin des 2 premières pages le résumé de l'objectif. On a déjà perdu une partie des personnes. Donc souvent, on retrouve dans des propositions qui sont assez bien faites un tableau. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais en tout cas c'est utile, qui reprend les objectifs du call, les objectifs spécifiques de l'appel à projet, et en face, sur un résumé, en quoi la proposition va être différenciante pour répondre à ces objectifs. C'est très utile, d'abord pour permettre à l'équipe qui propose un projet de se fédérer autour d'un objectif commun et de toujours garder cette lumière, parce que quelquefois on diverge dans un projet, et on voit des projets où on a une excellence qui définit des choses, et dans les work packages, on a déjà divergé, on n'est plus tout à fait sur des objectifs identiques, parce que on a travaillé en silo et qu'on a fait travailler l'équipe 1 sur le work package 1, l'équipe 3 sur le work package 2, etc. Donc ça, c'est important. Ensuite, est-ce que le concept est pertinent? Est-ce qu'il est crédible par rapport à la méthodologie proposée? Ça, c'est vraiment un point important qui est difficile aussi, parce qu'en fait, on est dans de l'innovation, c'est aussi ce qu'on va évaluer, et il faut que la méthodologie, en quelque sorte, permette d'arriver de démontrer qu'on a trouvé dans l'équipe un chemin critique pour aller vite et bien. Ou en tout cas, parce qu'il y a toujours des risques, en essayant de mitiger au maximum les risques, et on verra que l'analyse des risques est souvent un point essentiel d'une proposition et qui ne doit pas être minimisé, pas avec 3 risques pour toute la proposition quand on a des propositions risquées, en particulier quand on a des essais cliniques. Donc, et puis bien sûr le niveau pour lequel la proposition est au-dessus de l'état de l'art. C'est pas en minimisant l'état de l'art, en disant ben, je vais juste dire ce qui me paraît bien pour me mettre en avant. On va forcément faire de la biblio quand on va regarder une proposition. Donc on va regarder à la louche s'il n'y a pas des termes qui ressortent et s'il n'y a pas des publications qui ont été faites déjà par des équipes. Et donc il faut quand même anticiper sur les mots-clés qui sont donnés dans le call. On va faire cette recherche et que quand on ne les trouve pas, eh ben, on va frustrer forcément puisque l'état de l'art n'est pas vraiment bien fait. Et en tout cas, on démontre qu'il manque des informations et ça, c'est des points négatifs. Ensuite, dans l'état de l'art, on parle de recherche, mais il ne faut pas négliger, et souvent aussi, c'est pas souvent dans les propositions, qu'on va essayer de démontrer qu'une proposition va avoir un potentiel d'innovation. Un potentiel d'innovation, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet de recherche qui est souvent avec des TRL, donc vous savez, des niveaux de maturité qui sont bas, c'est normal, ou pas très haut, hein, sinon, et de montrer si on devait être dans une position de succès, quel pourrait être le potentiel d'innovation des livrables de la proposition? Comment est-ce qu'il pourrait se positionner sur des nouveaux concepts? Comment il pourrait amener des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux business, des nouveaux modèles organisationnels? Et donc, il faut balancer très rapidement dans la proposition ce qu'on amène en termes de nouvelles connaissances et ce qu'on amène en termes d'innovation potentielle. Les deux sont importantes et les deux doivent être démontrées. Et bien sûr, il faut avoir de la considération pour l'interdisciplinarité, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile, au vu avec la digitalisation de la santé, de ne pas avoir des équipes qui ont quand même un panel d'expertise assez différentes et bien complémentaires. Donc c'est bien à démontrer, et de montrer que chacun est prêt à contribuer, à apporter des infrastructures, etc. Ça, on le verra dans la dernière partie. Et puis, Valérie en a parlé, la dimension du genre. C'est important sur cette partie d'excellence parce qu'effectivement, il y a des pathologies où être une femme ou un homme, c'est pas d'abord la même incidence de pathologie et c'est pas forcément aussi la même comorbidité associée, c'est pas forcément aussi les mêmes traits génétiques associés, etc., etc. Et donc, il y a des propositions pour lesquelles c'est une partie qui devra être enseignée. Après, il y a des propositions où c'est pas forcément pertinent, mais il faudra bien évaluer à 2 niveaux l'incidence du genre, c'est sur la partie de l'excellence et à la fin sur l'organisation, quand on va avoir des work packages, avoir effectivement, Maëlle l'a signalé, un mixte qui est bien fait entre hommes et femmes, parce que quand il y a des ex-aequo, eh ben, on va regarder ce critère, comme on va regarder aussi le nombre de PME, comme on va regarder ce genre de choses. Donc à ne pas négliger. Donc je dirais que
Une fois qu'on a fait ça, la proposition ne s'arrête pas à l'excellence parce que souvent on voit dans les propositions une décroissance en termes de qualité, ou en tout cas, pas forcément de qualité, mais de niveau d'information qui est donné par rapport à ce qui est attendu qui diminue pour l'excellence, pour les impacts, et alors pour la partie opérationnelle, on voit bien cette décroissance. Les impacts sont très importants. Beaucoup de propositions très bonne au niveau scientifique tombe sur la partie impact et qualité et efficacité de l'implémentation. Et c'est aussi important que la partie scientifique. Vraiment. Surtout quand on ne va pas trouver tous les sous-critères qui doivent être définis dans la partie impact. Et en santé, les impacts sont évidemment très importants. Pas qu'en santé, mais c'est très important. Donc en fait, il faut vraiment définir comment chacun des livrables du projet, que ce soit dans la connaissance ou dans l'innovation, on en a parlé, vont contribuer à renforcer les impacts qui ont été mentionnés dans l'appel à projet considéré et dans le programme de travail choisi. Et vraiment, ça doit faire écho à toute l'analyse qui est faite avant sur l'excellence et ensuite à la façon dont on va organiser le travail pour y arriver. Et c'est vraiment un travail où il faut prendre du temps. C'est-à-dire que souvent les consortiums, pour le vivre aussi, pour en avoir monté, on va passer beaucoup de temps sur la partie scientifique. Et puis on se dit, il faut avancer vite sur les impacts et puis sur la partie qualité, efficacité de l'implémentation. Et forcément, ça s'en ressent. Sur la qualité et l'efficacité de l'implémentation, la cohérence et l'efficacité du plan de travail. Donc ne négligez pas les Gantt charts, les pertes diagrammes, tout ce qui va pouvoir être visuel et donner une information et ça demande du temps de faire ça, qui est conséquente et surtout qui est bien homogène avec ce que vous marquez dans les work packages derrière. En incluant l'allocation des tâches, en incluant le nombre de personnes qui vont être impliquées, les ressources qui vont être amenées, les infrastructures qu'on va pouvoir mettre, tout doit être valorisé, ça c'est important. Ensuite, un point qui est aussi compliqué, c'est la cohérence et des structures de management et des procédures. Donc souvent, on retrouve un peu des copier-coller en disant « Ah bah tiens, je vais mettre un supervisory board, et puis etc. etc. » Posez-vous la question de savoir si avec les partenaires que vous avez et les objectifs qui sont définis, cette structure de management, d'abord, n'est pas une usine à gaz et va permettre d'avancer rapidement. Est-ce que vous avez pensé aux accords de consortium qui vont devoir être passés? Est-ce que tout ça va être défini rapidement? C'est souvent là qu'on perd du temps. Quand on a des essais cliniques, est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui va gérer spécifiquement ces sujets? Parce que les consentements, parce que les comités d'éthique, c'est très long et souvent on observe que après, quand on suit les projets, parce qu'il m'arrive aussi d'être appelé pour suivre des projets à T+1 ou T+2, au niveau de la commission, on se rend compte que le recrutement, c'est pas du tout fait dans les temps et que la difficulté, c'est que tous les livrables derrière sont vraiment retardés, mais que de façon très conséquente. Et ça peut être aussi des points de tension dans le consortium, parce que les gens vont pas pouvoir s'organiser comme ils avaient prévu. Donc, ça doit être dans le plan de travail que vous proposez, vous devez avoir ce qu'on appelle des buffers, donc des tampons, des zones où vous allez dire, là, ça peut prendre entre 1 et 3 mois. Et c'est acceptable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des zones d'incertitude dans un plan de travail. En tout cas, il vaut mieux les mettre parce qu'on sait tous que si le plan est trop contraint, ça ne marchera pas. Donc, et ça, ce sera un point négatif aussi. Ensuite, un point qu'on ne retrouve pas, ou alors c'est des copier-coller et ça ne le fait pas, c'est la cohérence de la stratégie de valorisation. Donc, c'est pas de dire moi j'ai un TTO qui s'occupe de ma valorisation et donc on verra quand le projet aura commencé, je le contacterai. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut pouvoir avoir travaillé sur la façon dont on compte gérer la propriété intellectuelle. Par propriété intellectuelle, on parle de famille de brevets, on parle de savoir-faire, on parle de beaucoup de choses. Est-ce qu'on va aller dans l'open innovation? Si oui, comment? Est-ce que s'il y a des industriels, ils vont être d'accord, etc. Tout ça, c'est des points qu'il faut évoquer. C'est un travail très compliqué et quand on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas sûr de soi, c'est bien de se faire accompagner et d'éviter les copier-coller. Parce qu'on les voit, mais beaucoup, ces copier-coller. Et ça c'est des points négatifs et des points négatifs, vu la compétition sur les projets, c'est un projet qui ne passe pas. Ensuite, important de mettre aussi la cohérence des infrastructures. Parce que la question qui se pose au niveau de la commission, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été mis sur plein de projets. Et donc, ce qu'on n'arrive souvent pas à voir, c'est est-ce qu'on réutilise
Est-ce qu'on réinvente pas la roue sur un projet? Est-ce qu'on réutilise des livrables d'autres projets qui ont été faits? Est-ce qu'on réutilise des infrastructures qui ont déjà été financées? Et ça, quand vous le mettez dans un projet, c'est un gros plus. Ça veut dire que vous allez bâtir sur de l'existant. Ça peut être au niveau régional, national, européen, etc. C'est très important. S'appuyer sur votre existant ou l'existant de vos partenaires ou de votre écosystème et mettre en avant les écosystèmes. Parce qu'une innovation qui va trouver un marché, c'est la force des Hollandais, le fera parce que l'écosystème est structuré par ailleurs. Et c'est pas seulement la recherche, c'est les réglementaires, c'est les sociétés, les startups, la façon dont on va essaimer, les grands groupes, etc. Et c'est toute cette communauté, d'une façon ou d'une autre, qu'il faut mettre dans votre projet. Et donc, un dernier point qu'on a rarement activé, c'est qu'on doit cocher une case à la fin d'une évaluation pour dire si on estime que les partenaires ont la capacité opérationnelle à mener le projet. C'est juste une case. Mais cette case, si elle est activée, c'est un vrai problème parce qu'il faut qu'on travaille avec le vice-chair parce que ça peut totalement planter l'ensemble de la proposition. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé de voir une proposition. On a pu le discuter, mais finalement, on ne l'a pas gardé. Et puis la partie éthique dont je vous parlais n'est pas traitée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas traitée par la commission, elle est traitée par la commission, par des experts en éthique qui vont regarder ces propositions. Et puis, quand on a des cellules souches embryonnaires humaines, vous le savez, il doit y avoir un commentaire explicite du pourquoi on en a besoin. Et là, ça va faire une alerte avec des experts particuliers qui vont se pencher sur la proposition aussi. Voilà, donc faire bien attention aux critères en cas d'égalité et quand on a beaucoup de dépôts de projets dans un call et qu'il va y avoir par exemple, je ne sais pas, 200 propositions soumises et qu'il n'y a que 5 propositions qui vont être gardées, eh bien souvent on a un différentiel entre propositions qui est ultra faible et on arrive à avoir des ex-aequo et c'est très très difficile parce que c'est des propositions, quand on a les 15 premières, ben, c'est des propositions qui sont très bonnes et faire une sélection sur le nombre de PME ou le critère homme-femme, voilà. Mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé en comité et c'est la proposition qui va être la plus équilibrée sur les hommes-femmes dans les work packages et qui a le plus de PME qui font de la recherche, etc., qui va être retenue. Il y a un troisième critère, je ne m'en souviens pas, où la synergie entre les projets du portefeuille aussi est importante. Et puis, les taux de succès, donc c'est vrai qu'on observe que dans les régions européennes, quand on voit des projets, la région de Stockholm, les Pays-Bas aussi, autour de Rotterdam, on voit que les propositions qui sortent de ces écosystèmes utilisent complètement leur écosystème. C'est-à-dire qu'elles ont une façon de mettre en avant les partenaires, les gens et la complémentarité des partenaires, que ce soit par exemple pour nous au niveau national, ça c'est important, en s'appuyant aussi sur des plans. On a des plans nationaux, on a des contrats de filière, on a des choses comme ça. Donc moi, je recommanderais en fait de mettre en avant les spécificités et de demander aux autres partenaires, qui peuvent être d'autres pays, d'autres États membres, de faire la même chose, pour montrer comment on est complémentaires. Voilà, donc je ne vais pas vous, vous assommer plus, mais en fait, c'est un plaisir d'être expert parce qu'il y a une innovation au niveau européen qui est absolument fantastique. Et donc, voilà, si on peut aider à faire qu'il y ait beaucoup plus de propositions françaises acceptées, eh ben, on est ravis de le faire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les écrire sur le chat. Non, je vois pas de questions. Ok. Bon, il y a pas de questions, donc je vous remercie tous pour votre participation. Il y a Maëlle Pichard, c'est assez bizarre, qui nous pose la question des Anglais, donc c'est moi, Maëlle Pichard, quelqu'un qui a pris le nom. Oui, donc pour les Anglais, vous voyez comme moi l'actualité. Pour l'instant, il n'y a pas eu un accord voté par le Parlement britannique. Donc on ne sait pas s'il y aura un Brexit avec accord ou sans accord. Donc j'ai pas plus d'informations à vous donner aujourd'hui. Voilà, ça va vraiment se discuter dans les jours à venir. Donc s'il n'y a pas d'accord,
les partenaires britanniques ne seront plus éligibles, mais le gouvernement britannique s'est engagé à continuer à les financer. Et s'il y a un accord, en fait, ils auront un statut de pays associé, de ma compréhension. Donc voilà, donc ça va dépendre de l'actualité des jours et des semaines à venir. Alors, Nora, il y a une question pour vous. La question. Pardon. Bonjour. Pardon, j'ai pas compris. Est-il possible qu'une proposition soit évaluée par des experts médicaux et des experts IT? Bien sûr. En fait, par exemple, je donne un exemple sur d'un panel où on est allé récemment, et donc il y avait autour de la table, là c'était un face-to-face à Bruxelles, il y avait des cliniciens, il y avait des spécialistes du machine learning et des modèles mathématiques. Il y avait des industriels, il y avait des gens qui font plutôt de la recherche translationnelle, il y avait des gens qui étaient plutôt dans la recherche un peu fondamentale, il y avait des personnes qui faisaient de l'épidémiologie. Donc voilà, c'est un exemple avec, j'ai plus en tête les différentes personnes, mais on a pour un call donné, par exemple si en plus on est je sais pas, en onco, on va avoir évidemment des spécialistes en oncologie dans le domaine considéré. Si c'est les cancers, je sais pas, les tumeurs solides, on va avoir autour de la table des spécialistes des tumeurs solides, mais aussi on va avoir des spécialistes de l'immuno, parce qu'aujourd'hui on peut difficilement, on va avoir des gens qui vont faire de la qui vont travailler sur les omics aussi, qui vont être des spécialistes des omics, parce que souvent on est sur du translationnel, peut-être des spécialistes de l'imagerie. Enfin, on va essayer en fonction des calls, si on a un call sur les biomarqueurs et l'utilisation des biomarqueurs pour faire de l'aide à la décision, ou que sais-je, évidemment, on va avoir vraiment un panel d'experts qui viennent de l'Europe, qui vont avoir des spécificités différentes. C'est très intéressant parce que c'est très diversifié. Il y a toujours un spécialiste IT maintenant, ou plusieurs même, ou des gens qui font de la recherche translationnelle. Alors, par rapport à la dernière question sur les membres de l'OCDE, peuvent-ils être associés? En fait, comme je vous disais lors des présentations, il y a une annexe, déjà il y a les pays européens de l'Union européenne, ensuite il y a les États associés H2020, donc ça peut être, voilà, je vous avais montré un peu sur la carte qui était associé au programme H2020, et ensuite il y a l'annexe 1, il y a l'annexe 1 des pays non européens qui peuvent participer et être financés. Donc ça, c'est à regarder, et voilà, c'est à regarder en détail pour voir quels pays peuvent être financés ou non dans le cadre de la PEL. Bon, après, tous les pays en fait peuvent participer, après à savoir s'ils peuvent avoir du financement ou pas. Donc ça, c'est à regarder, en fonction du pays que vous souhaitez intégrer en fait. Alors, pourriez-vous nous dire un peu plus sur l'évaluation des livrables? Quels sont les critères d'évaluation? Donc ça, vous parlez au... Alors, est-ce que vous parlez pendant la phase de montage ou la phase de management? Montage. Moi, je vais laisser Nora répondre. Si vous regardez en critères des livrables, si vous regardez le détail, oui, c'est cette partie cohérence, elle est importante en fait. Par exemple, si on dit à M6, au 6e mois, je vais faire ça, et que ce livrable, il est dépendant du recrutement des patients. Et ben là, on va vraiment regarder ce qu'il y a derrière, et donc on va se dire mais c'est pas possible. Vous commencez à contacter les comités d'éthique dans votre programme à 3 mois, et donc c'est impossible d'avoir déjà les données cliniques qui vont commencer à arriver à 6 mois, etc., etc. Donc oui, on va regarder si la cohérence sur le timing des livrables et va bien avec le reste. C'est pour ça que la partie qualité et efficacité de l'implémentation, c'est là qu'on va le regarder en fait. Parce qu'on va vous demander le Gantt chart, le PERT chart, on va vous demander de décrire en fait comment les différents work packages et les livrables et les tâches associées s'articulent. Et on va surtout regarder là où les livrables sont liés les uns aux autres. Et donc à ce moment-là, ça définit un point à regarder.
Et s'il y a une relation entre un livrable 1 et puis, je ne sais pas, 3-4 livrables à différents temps, il va vraiment falloir que tout s'articule correctement et regarder si les équipes qui ont été associées à ça sont staffées correctement, si elles ont accès correct aux infrastructures nécessaires pour assurer que, en fait, ce passage de relais se passe bien et se passe dans les conditions qui sont décrites dans le work package. Donc oui, c'est important, absolument. Alors, excusez-moi, je voulais revenir sur, c'est Valérie, donc Anne-Veller, je voulais revenir sur le résumé, parce que vous en avez parlé, et très justement, vous avez dit que c'était très très important d'avoir un résumé très très bien écrit, et voilà. Après, vous avez dit, oui, si on voit que c'est quelque chose d'écrit vite fait à la dernière minute, ça va se voir, et ça c'est vrai. Alors, par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'en fait, ce résumé doit s'écrire à la fin, quasiment dans les derniers jours, enfin en tout cas, lorsque le projet est complètement écrit, puisqu'en fait, on le rappelle jamais assez, mais le résumé, en fait, c'est le résumé du projet totalement, et non pas le résumé de la problématique. Donc, je pense que tout le monde le sait, mais il faut toujours le répéter. C'est effectivement un document avec un nombre de mots bien, comment dire, bien limité, où on va donner comment dire, une espèce de photo rétrécie de l'ensemble du projet, c'est-à-dire les work packages, enfin, comment le projet est articulé, à quoi on veut arriver, etc., etc. Donc, c'est vrai que chaque mot dans ce résumé compte, qu'il est évidemment important de remettre les mots les mots clés en fait du call et voilà et faire quelque chose de très pertinent parce qu'effectivement c'est la première chose qu'on lit en fait au niveau de l'évaluation et que c'est vrai que s'il est alléchant, qui répond bien, en fait, qu'on voit bien que ça répond au call et que les moyens mis en œuvre en fait paraissent cohérents, ça donne en fait une bonne image en fait du projet. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il faut l'écrire à la fin, mais qu'il faut passer du temps pour l'écrire bien, le faire relire et bien le relire en parallèle avec l'intitulé en fait de l'appel à proposition et bien voir si on retrouve les bons mots, si on a bien répondu à la question, etc. Je ne sais pas si vous confirmez. Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie. Je vois qu'il y a une autre question. Comment expliquer un projet très bien noté, mais non financé par manque de financement une année, et en resoumission l'année suivante qui obtient une mauvaise note? Alors, ça peut arriver. Et la façon dont moi je peux l'expliquer, mais c'est personnel, hein, bien sûr, parce qu'évidemment, un comité, c'est une somme de personnalités différentes. C'est un point important, c'est-à-dire qu'il va y avoir une alchimie, on l'a vu, la composition d'un comité varie d'une année sur l'autre. Et donc en fait, la perception déjà du groupe peut avoir évolué. Souvent, les experts ne savent pas au début que le projet a été resoumis, c'est-à-dire qu'on demande aux experts de faire une évaluation sur un projet qui est reçu et l'expert ne sait pas si c'est une soumission ou une resoumission. C'est au moment de la phase consensus en général, après je pense que ça dépend des panels, que à un moment donné le rapporteur dit au fait faites très attention, c'est une resoumission et donc regardez quels étaient les points pour voir s'il y a une cohérence ou pas. Ça c'est la première chose. Nous n'avons pas le document initial, donc on ne sait pas ce qui avait été soumis. Et en général, les calls changent d'une année sur l'autre. Donc en fait, je ne sais pas, après je ne sais pas dans quel cas ça peut être fait, mais en général, le call d'une année à la commission et le call un an ou deux après n'est pas tout à fait le même. Donc en fait, ça ne peut pas être une resoumission complète, à moins que... Voilà, ça je ne sais pas. Et donc c'est forcément une proposition différente, en fait, puisqu'elle doit répondre à des objectifs différents. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il arrive que d'une année sur l'autre, le nombre de projets avec lesquels la proposition va être en compétition est très différent. Et on peut imaginer, par exemple, je ne sais pas du tout ce à quoi ça peut correspondre, mais que d'une année pour un call, il y a 10 propositions soumises ou 15 propositions soumises, et puis que finalement, une proposition remonte. Et que l'année d'après, il y ait 100 propositions soumises et que la proposition soit brassée dans quelque chose de beaucoup plus large, et que donc, en termes de ranking par rapport aux autres, eh ben, elle soit moins bien classée. Ça peut être une possibilité, encore une fois, je ne sais pas. Mais c'est des points qui sont des points d'attention qui sont gérés par le rapporteur,
c'est pas pour dire c'est pas la faute des experts, etc., parce qu'il y a une évaluation qui est faite, mais normalement une évaluation qui est indépendante et sans savoir que la proposition a déjà été soumise. Et il me semble, en tout cas, mais Valérie et Maëlle pourront peut-être mieux répondre à ce point, que à la commission, il est rare d'avoir exactement le même appel à projet d'une année sur l'autre. Donc forcément, c'est un appel à projet différent, avec des objectifs différents, avec des critères d'impact qui vont être spécifiquement différents. Et donc, ça ne me semble pas, en tout cas des projets que je connais santé, j'ai pas vu en tout cas ce genre de choses aujourd'hui dans les projets que j'ai vus. C'est-à-dire un call identique d'une année sur l'autre. Mais peut-être que c'est arrivé, mais voilà. Et je vais peut-être laisser la parole à Maëlle, peut-être qu'elle a des éléments là-dessus. En médecine, Moi, en j'ai eu médecine régénérative. des appels à... Ouais, alors vas-y, Valérie. Non, parce que c'était toi. Vas-y. Alors, en Alors, médecine régénérative, Valérie, il y oh, a eu bon, des calls, en je vais, fait, je vais. qui étaient Donc en fait, les moi, maîtres. on avait déposé des projets pour des appels à projets Marie Curie. Donc c'est des appels à projets non thématiques à Pasteur. Et en fait, la première année, on avait une très bonne note, mais on n'avait pas été financé. Et en fait, on a resoumis, ça s'est dégringolé complètement. Pourtant, on avait répondu aux critères des évaluateurs de la première année. Donc je pense que c'est vraiment bah, ce qui a été dit avant, c'est que oui, ça dépend du nombre de projets qui ont été soumis cette année-là, ça dépend du panel aussi des reviewers. Donc c'est vrai que ça peut créer des frustrations et de la compétition, ouais. Ça peut créer des frustrations parce qu'on resoumet un projet et puis en fait des choses qui avaient été quand même évaluées correctement l'année d'avant, voilà. Donc c'est oui, oui, ouais, oui, ça arrive. Mais bon, pour les appels santé, vu que c'est pas les mêmes thématiques, normalement le défi santé, Madame Benaville avait raison. Enfin, ça peut pas, on peut pas redéposer le même projet exactement l'année suivante. Parce qu'on peut pas avoir les mêmes appels. Voilà. Après, en médecine régénérative, il y a eu des appels, en fait, qui étaient quasi identiques d'une année sur l'autre, en fait. Mais c'était juste une D'accord. seule ligne, en fait, où il y avait plusieurs dates. Mm, mm. Mais c'est vrai que c'est rare. Ok. Bon, bon, il est déjà 11h40, donc voilà, je pense on va terminer le webinaire là. Donc, je vous remercie tous pour votre participation. Et je remercie encore une fois particulièrement Madame Bélabil pour sa participation et ses témoignages, c'était vraiment intéressant. Voilà, Valérie aussi. C'était, voilà. N'hésitez Voilà. pas à nous contacter, enfin, en premier lieu, contacter vos cellules Europe, hein, et nous contacter aussi, évidemment, pour valider les lignes d'appel et surtout motiver vos équipes, puisque, comme on le répète pas assez souvent, en fait, les Français ont des très bons résultats quand ils postulent. On a des résultats supérieurs, en fait, en termes de projets acceptés, donc il faut simplement y aller, quoi. Et là, on connaît bien H2020 maintenant, parce qu'on est à la fin, il faut vraiment ne pas hésiter à monter des projets. Ouais, Voilà. voilà, exactement. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos prochains dépôts et puis on vous dit à bientôt alors.